En cette semaine de la francophonie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Le poète et écrivain québécois d'origine haïtienne, Rodney Saint-Éloi, auteur d'une vingtaine d'ouvrages et directeur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, et la romancière et anthropologue d'origine palestinienne, Yara El Gadban. Tous les deux publient Les racistes n'ont jamais vu la mer. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur le plateau de TV5 Monde. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, tous les deux ? C'est Rodney Saint-Éloi qui est à la fois mon éditeur et mon collègue. On travaille ensemble à Mémoire d'Encrier, qui m'a proposé d'aller au-delà de nos conversations intimes sur le racisme, des choses que l'on vit à tous les jours. Puis on s'est dit, ça donne rien de parler entre nous. Il faut ouvrir la conversation à tout le monde parce que le racisme implique tout le monde. Parce qu'on est toujours dans des entre-soi. On se parle entre nous, entre gens racisés. On se dit que le racisme, on croit que le racisme nous concerne exclusivement. Et dans ce livre, on ouvre le dialogue en disant que le racisme, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, alors justement, je précise que ce n'est pas un pamphlet contre le racisme, mais plutôt une invitation, comme vous venez de le dire, au dialogue, à la conversation. Alors, c'est une nécessité pour vous pour vivre ensemble et dépasser le repli sur soi. Mais nous, on voulait, en fait, la vision de ce livre-là, c'est que nous respirons tous le même air, nous vivons tous sur la même planète, et quand il y a du racisme, c'est comme de la pollution dans l'air. Donc, on respirerait tous mieux si on s'entendait un petit peu mieux, puis on se traitait avec plus d'humanité. Nous partons de nos expériences, mais en même temps, nous partons en se disant, nous n'avons pas nécessairement raison. Nous avons nos failles, nous avons nos angles morts, et c'est vraiment une invitation à ouvrir la conversation sans sermonner, sans accuser, parce que sinon, ça donne rien. Alors, vous employez beaucoup le mot « rêve » dans ce livre. Vous écrivez « Rêver est un acte révolutionnaire ». Pourquoi ? En quoi est-ce utile de rêver ? Parce qu'il faut regarder l'horizon, il faut dépasser, je pense, la situation. Il y a dialoguer, mais ensuite il y a le dépassement de la situation, et celui ou celle qui est victime de racisme, qui provoque, qui produit le racisme, et celui qui en est victime. Donc, parce qu'il faut dépasser il faut rêver, et il faut rêver à la beauté, il faut laisser entrer en nous l'humanité, il faut entrer dans le cercle de l'humanité, il faut refuser l'exclusion, il faut refuser l'horreur du racisme. Parce que ce que secrète le racisme, c'est l'horreur. Parce qu'une société sans racisme, ce serait quelque chose, en fait, d'utopique. Ce serait tellement beau. Vous avez tous les deux été confrontés au racisme. Vous parlez de votre première expérience. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là, de l'injustice, de la colère ? Comment vous définirez ce premier jour ? Mais c'est intéressant parce que dans les deux cas, nous étions enfants et dans les deux cas, nous n'avions pas vraiment de mots pour nommer ça. Mais intuitivement, on sait qu'il y a quelque chose de très mal qui vient d'arriver. Et c'est comme si tout à coup, ça ouvre une autre vision du monde, peut-être un petit peu moins innocente. Il y a la perte de l'innocence, mais il y a aussi un questionnement, un désir. Et je dirais que peut-être notre réaction, étant tous les deux des écrivains, c'est justement de répondre par le rêve, répondre par l'utopie, répondre en se voulant obstinément heureux. Votre grand-mère parlait beaucoup de bonheur, je crois. Oui, son bonheur aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a le chemin du bonheur qu'il nous faut tracer. Il ne faut pas rester. La première chose que j'ai dit à Yara, quand j'ai invité Yara à écrire ce livre, je lui ai dit, nous allons parler de racisme, mais le racisme ne prendra pas toute la place. Et c'est comme ça qu'on a introduit le mot rêve, le mot beauté. Parce qu'en fait, quand on introduit les mots, ça fait que la chose existe. Et c'est ça que ma grand-mère m'a appris en Haïti, et à faire circuler un certain nombre de visages, un certain nombre de paroles auxquelles on n'est pas trop exposé. Comme, en fait, la mémoire de nos grands-mères. Et essayer de mettre un peu de tendresse, même dans le mot racisme. Et essayer d'ouvrir la conversation pour dire que vous, quelles que soient vos couleurs, quels que soient vos horizons, quelles que soient nos différences, nous sommes ensemble dans un vivre ensemble. Les racistes n'ont jamais vu la mer, c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce qu'il veut dire que les racistes n'ont pas été confrontés à la traversée, à l'exil ?
Mais c'est plus le mot mer, je pense, parce que nous sommes tous les deux des êtres de mer. Nous avons fait la traversée des mers. Lui, il a grandi sur une île. Moi, j'ai grandi sur la plage. Et puis, nous avions deux visions différentes de la mer. Mais nous savions aussi que la mer peut apporter à la fois l'horizon, le rêve, les possibilités, mais aussi les ouragans, la traite d'esclavage et tout ça. Et donc, nous avions voulu ajouter un petit peu de tendresse peut-être dans le titre même en disant est-ce qu'on peut regarder ensemble la mer et voir tout ce que la mer amène et de bien et de difficile et de triste et d'horizon et de possible. Donc c'est une invitation encore une fois. Je pense que c'est un appel, la mer nous appelle, c'est un appel, c'est comme un poème, c'est comme une musique. La mer nous appelle à une relation imprévisible. C'est-à-dire quand nous rencontrons l'autre, nous ne savons pas vers quelle merveille nous allons. Et c'est pourquoi nous devons y aller, qu'elle soit palestinienne, que moi, je suis haïtien, québécois. Donc nous sommes ensemble dans la construction du monde. Et nous rêvons d'un monde nouveau. Et vous vivez tous les deux à Montréal. Comment vous avez été accueillis ? Moi, j'étais jeune, je suis arrivée avec mes parents à 13 ans et je leur raconte un petit peu. Il y avait et du beau et des chocs de culture et des réalisations. Quand on se rend compte tout à coup qu'on est différent, les gens nous regardent différemment, tout à coup on est conscient de notre corps. C'est difficile parfois, mais je pense que après 30, 40 ans, je me dis que le voyage a été beau. Vous parlez beaucoup du passeport. Il me fallait un passeport pour exister. C'est quelque chose de très fort. Oui. Mais je suis née avec des documents de réfugié, donc j'avais pas de statut. Et pour nous, un passeport, c'était pas pour voyager, c'était pas pour faire du tourisme, mais simplement pour avoir de l'humanité, pour être traité comme des êtres humains. Donc c'était un peu ça. Ça a l'air banal comme chercher un passeport, mais pour moi, mon existence entière a été façonnée par cette quête-là. Alors on parle beaucoup de zone de transit, c'est une zone d'angoisse. Oui, c'est une zone d'angoisse et que dans ces zones-là, nous sommes souvent refoulés dans ces zones-là. On a parlé de réfugiés, de migrants qui sont dans des zones, c'est des zones d'inhumanité. Et ce qu'on dit dans ce livre, c'est qu'on dit simplement que nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ce que nous cherchons tous, c'est la dignité. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les racistes n'ont jamais vu la mer.